Sur la CRTV, station régionale de l'extrême nord, Jeux et enjeux. Jeux et enjeux, une émission qui analyse les grands enjeux géopolitiques et stratégiques contemporains. Jeux et enjeux, Abdias Haruna. Bonjour à tous et merci d'écouter la CRTV. Jeux et enjeux. Bienvenue à votre programme Jeux et enjeux dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre réseau social préféré. Nous consacrons cette nouvelle édition à la quête de leadership des États considérés ou qui se considèrent comme petits, même si cette configuration épistémologique reste difficilement acceptable par certains internationalistes. Malgré leurs difficultés, certains petits États aspirent donc à la puissance, comme nous le verrons avec notre invité, tant sur leur espace régional que sur la scène mondiale. D'ailleurs, les petits États sont-ils condamnés à la vulnérabilité et à l'instabilité sur la scène internationale? Comment défendent-ils leur intérêt national dans un monde de compétition? Comment se comportent-ils dans leur environnement régional? Voilà entre autres nos questions. On en parle. On en parle avec le docteur Delmas Tsafak, chercheur en relations internationales et analyste principal en gouvernance et démocratie au Nkafu Policy Institute, le think tank de la fondation Denis Lenora Foretia à Yaoundé, auteur pour ce qui nous concerne de Le petit État en relations internationales entre vulnérabilité et aspiration à la puissance, ouvrage publié en 2021 aux éditions Generis Publishing et préfacé par Bertrand Badi. Bonjour, docteur Delmas Tsafak. Bonjour. Merci bien d'être en direct avec nous depuis Yaoundé. Première question, quel sens donnez-vous au concept de petit État? Quelle pertinence pour cette notion aujourd'hui? Il faut comprendre que en relation internationale, le petit État était un concept consacré. Plusieurs études ont été menées sur la question, surtout dans le monde anglo-saxon. La littérature francophone est encore pauvre sur la question. Seuls quelques travaux scientifiques ont été consacrés sur la question dans le monde francophone. Comme tout concept, celui de petit État est polysémique et un sujet de controverse. La notion de taille dans le système international est de plus en plus contestée. Il y a certains qui pensent que c'est un concept inexistant selon le principe de l'égalité souveraine des États sur la scène internationale. Aujourd'hui, malgré des décennies de recherche sur la question, il n'existe pas de définition généralement admise de ce qu'est un petit État. Soulignent deux experts de l'ONU dans un rapport publié en 1993 à Genève, et le critère et la combinaison des critères retenus dépendent en grande partie du but dans lequel la définition est utilisée. Dans la littérature des instances internationales, les États de petite taille, de faible superficie, nouveaux ou anciens, sans ressources naturelles et disséminés un peu partout dans le monde, sont regroupés sous le label de petit État. On y ajoute souvent l'adjectif insulaire eu égard au nombre de micro-souverainetés qui se trouvent dans le Pacifique Sud, l'océan Indien, l'Atlantique et les Caraïbes et qui font partie des groupes des petits États. L'existence des petits États est liée aux constructions politiques environnantes et aux milieux dans lesquels ils évoluent. En effet, plusieurs caractéristiques ont été énoncées pour définir le petit État. Elles sont démographiques, elles sont géographiques, économiques ou alors diplomatico-stratégiques. Il existe également des caractéristiques psychologiques. Le classement dans la catégorie des petits États répond régulièrement à deux critères, l'un qualitatif et l'autre quantitatif. Selon les critères qualitatifs, les États sont classés en fonction de leur superficie territoriale, de leur population, de leur PNB, de leur PIB par habitant, de leurs dépenses militaires. D'autres critères quantitatifs concernent les réserves d'énergie, la consommation d'énergie, la production industrielle, la part représentée dans le commerce mondial, les sources stratégiques, éventuellement les armes nucléaires
et bien d'autres. La conférence de l'United Nations Institute for Training and Research, l'UNITA, sur le statut des petits États tenue en 1969, dégage 4 variables de définition du petit État. La population réduite, la continentalité, le voisinage avec un grand État et l'insularité. Ces caractéristiques sont surtout géographiques. Au regard de tous les débats sur la définition du concept, moi, je considère le petit État comme un État souvent insulaire ou enclavé qui dispose d'une population d'environ 1,5 million habitants et d'un territoire inférieur ou égal à 100 000 km², incapable de subvenir à ses besoins de sécurité et qui, pour défendre son intérêt national, s'appuie sur une puissance établie, soit sur les organisations internationales. C'est ça le petit État d'après mon analyse. Certains internationalistes peinent à digérer ce concept de petit État. Pourtant, vous dites que la cause mérite d'être réexaminée. Explication, Dr Delmas Tafak. Lorsque je parle des internationalistes qui peinent à accepter ce concept, je parle surtout des auteurs francophones qui ont traité de façon parcellaire la question et ceux qui ne l'ont pas étudié du tout. Beaucoup se focalisent sur l'illusion de l'égalité souveraine des États sur la scène internationale. Si des pays se sont constitués en groupe de petits États, même jusqu'aux Nations Unies, c'est que la notion mérite d'attirer l'attention des chercheurs. Alors, les petits États sont-ils condamnés à la vulnérabilité et à l'instabilité sur la scène internationale? C'est l'une des caractéristiques des petits États sur la scène internationale. Les études sur la question des petits États ont largement démontré que ce sont des entités qui sont confrontées à des contraintes difficiles. Certains sont même sur le point de disparaître face aux intempéries climatiques. Ils sont donc vulnérables. Leur vulnérabilité est donc une question intéressante sur la scène internationale. Mais ces États multiplient des stratégies de survie dans un monde essentiellement compétitif. Le concept de vulnérabilité porte sur la fragilité écologique, la sensibilité aux catastrophes naturelles et la concentration des exportations sur les produits et des marchés peu diversifiés. Les petits États répondent grandement à ces caractéristiques. La vulnérabilité des petits États est en grande partie liée à leur environnement interne qui est défavorable. Cette situation les oblige à se tourner vers l'assistance extérieure. Les petits États font face à une multitude d'enjeux environnementaux et socio-économiques qui compromettent leur rayonnement sur la scène internationale. Dans la catégorie des petits États, les petits États insulaires en développement semblent être les plus vulnérables. L'ONU considère 52 pays et territoires comme tels. Donc, ces États regrouperaient à eux seuls plus de 50 millions d'habitants. 43 de ces petits États se trouvent dans la région des Caraïbes et du Pacifique. Le groupe des petits États insulaires en développement inclut des pays riches et des pays les plus pauvres de la planète. Les petits États insulaires en développement ont été reconnus comme un groupe de pays confrontés à des vulnérabilités sociales, économiques et environnementales spécifiques par le sommet de la Terre qui s'est tenu à Rio de Janeiro en 1992. Les petits États insulaires en développement sont exposés à une fragilité écologique et à une dépendance sur les ressources naturelles. L'agriculture, la pêche et le tourisme constituent quelques-uns des secteurs clés de leur économie, mais sont tous susceptibles d'être affectés par des impacts de changements climatiques. Ils sont particulièrement exposés à la vulnérabilité du climat et à la montée des niveaux des mers. Face à leur vulnérabilité, les petits États multiplient des initiatives pour solliciter l'aide internationale. Lors de la réunion de l'île Maurice en 2005, ils ont plaidé leur cause auprès de la communauté internationale en vue de forger des partenariats et de trouver des moyens novateurs pour améliorer leur situation. Les petits États ne sont pas du tout condamnés à l'instabilité et à la vulnérabilité, même si ces problèmes constituent leur point faible. Mais sur le plan pratique, les petits États influencent la marche du monde. Je vous rappelle que les États qui se définissent comme petits ont créé un groupe au sein de l'Assemblée générale des Nations unies et du Conseil de sécurité, le groupe des petits États qui défendent sérieusement leurs intérêts. Singapour, un petit État négociateur, l'a démontré lorsqu'il était membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Les petits États, quoique vulnérables, sont capables de faire entendre leur voix dans l'arène internationale.
Vous écoutez Jeux et Enjeux, Abdias Haruna. Vous affirmez que les petits États gagnent en visibilité, voire en prestige. Peuvent-ils justement aspirer à la puissance dans un monde de compétition? Peut-être d'abord une explication de votre position, Dr Delmas Safak. Les petits États se présentent devant le Conseil de sécurité de façon collective par l'intermédiaire d'alliances ou de forums diplomatiques. On a le forum des petits États, l'alliance des petits États insulaires ou les petits États insulaires en développement ou bien l'alliance des petits États insulaires. L'alliance des petits États insulaires fut créée en 1990 pendant la conférence internationale sur le changement climatique et s'avéra capable d'influer sur l'agenda de la conférence de Rio en 1992. Il faut dire qu'une partie de l'agenda 21 qui fut adopté à Rio en 1992 est en quelque sorte le résultat de la pression des petits États insulaires. La recherche de la suivi amène les petits États à s'intéresser aux hautes sphères de décision mondiales afin que leurs problèmes soient mis sur la table des négociations. Depuis quelque temps, parfois grâce au lobbying de certains grands États, les petits États se font élire au Conseil de sécurité de l'ONU, qui est une instance de higher politics. Donc, en 2014, 4 membres du Forum des petits États, la Jordanie, la Lituanie, le Luxembourg, le Rwanda, étaient membres non permanents du Conseil de sécurité. 3 d'entre eux, la Jordanie, la Lituanie, la Nouvelle-Zélande, y siégeaient en 2015. En 2016, l'on dénombre 2 autres petits États dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Au regard de l'actualité internationale, les petits États sont partis pour être toujours présents au Conseil de sécurité. L'élection de quelques petits États au sein du Conseil de sécurité de l'ONU leur a permis de réclamer la mise à l'ordre du jour des questions de vulnérabilité et la reconnaissance de leur statut de petit État. Donc, chaque fois que l'occasion se présente, ils rappellent aux organisations internationales dont ils sont membres leur statut de petit et leur vulnérabilité. Les petits États sont donc des acteurs capables de faire entendre leur voix dans la marche du monde. À cet effet, certains sont même devenus de grands médiateurs ou négociateurs mondiaux et réussissent là où certaines grandes puissances ou grands États, entre guillemets, ont échoué. Alors, est-ce qu'il y a des exemples là? Dans les négociations internationales, les petits États sont capables d'orienter les politiques des organisations multilatérales. Par exemple, Singapour s'attache à orienter la politique de l'ASEAN, c'est-à-dire l'organisation des États de l'Asie du Sud-Est, qu'il a participé à la création en influençant grandement à la charte. Son influence est ressentie en matière d'ouverture commerciale et de dialogue sécuritaire. Au-delà du strict respect du principe de souveraineté qui soumet chaque décision de l'organisation à la règle de l'unanimité, Singapour a favorisé des processus de négociation faisant, là encore, la part belle aux échanges interpersonnels de haut niveau. Même au sein des Nations Unies, les petits États influencent la marche de l'organisation. À l'ONU, les responsables singapouriens s'efforcent d'intégrer les organes décisionnels pour en influencer le fonctionnement tout en critiquant le manque d'efficacité de l'organisation. L'on a assisté au moment où Singapour était membre non permanent du Conseil de sécurité au report de la sortie des forces onusiennes du Timor oriental, un territoire sous la menace de son grand voisin indonésien. De même, ces dirigeants se sont attribués la paternité des efforts mis en œuvre pour professionnaliser le Conseil de sécurité, pour professionnaliser le rapport du Conseil à l'Assemblée générale. Comment le désir de puissance des petits États reconfigure-t-il la notion de la puissance? C'est Bertrand Badi, le préfacier de vos ouvrages qui parle alors de l'impuissance, de la puissance et de la puissance des faibles. Merci beaucoup. Et vous parlez de Bertrand Badi qui parle de l'impuissance, de la puissance des faibles. Merci beaucoup pour cette question. Mon dernier ouvrage publié sur les petits États en relations internationales a été justement préfacé par Bertrand Badi. L'un des grands maîtres de la discipline des relations internationales. Il relève ce problème de la reconfiguration, la notion de puissance.
Les impasses d'un ordre international obsessionnellement ramené au jeu des vieilles puissances ouvrent de beaux jours à des diplomaties déviantes, entre guillemets, qui n'imaginaient même pas du temps de la bipolarité et qui donnent toute leur visibilité aux pays comme Cuba, certes, mais aussi au Venezuela, à la Bolivie, à la Corée du Nord, au Zimbabwe, voire à la Biélorussie. Posture commode et peu coûteuse pour exister aux yeux du monde, qui séduit d'autant le petit, qui y trouve une chance inespérée, une chance inespérée de s'affirmer et souvent de manière forte et visible. Comme Bertrand Badier lui-même le disait dans l'un de ses ouvrages, nous ne sommes plus seuls au monde. Un moyen d'attirer l'attention des vieilles puissances, qu'elles ne sont plus les seuls maîtres de la marche du monde. Vous écoutez Jeux et Enjeux, Abdias Harouna. Comment, dans les relations internationales, ces États d'un autre qualificatif défendent-ils leur intérêt national, Dr Delmas Tsafak? La petitesse est un concept tactique diplomatiquement utilisé par les États qui se qualifient comme petits pour défendre leurs intérêts sur la scène internationale. En 1971, par exemple, les petits États insulaires ont créé le Forum du Pacifique Sud, devenu en 1999 le Forum des îles du Pacifique, qui jouit d'un statut d'observateur à l'ONU depuis 1948 et coopère avec elle dans le cadre d'une résolution adoptée en 2009. On se souvient également qu'en 1995, les micro-États du Pacifique Sud s'étaient solidarisés contre les essais nucléaires de la France. Comme le pense un chercheur comme Alain Champ, la petitesse étant géographiquement limitée peut être psychologiquement tactique pour désarmer les soupçons de grandes puissances envers les motivations du petit État. Le multilatéralisme est un moyen privilégié de suivi des petits États sur la scène internationale. Les petits États dans les organisations multilatérales cherchent à se construire une identité afin d'être compris et pris en charge par les autres membres de l'organisation. Alors, comment les petits États, de façon générale, se comportent-ils dans leur environnement régional ? Sur le plan régional, les petits États, lorsqu'ils disposent des moyens financiers importants ou des ressources indispensables pour le rayonnement de la sous-région, ces États cherchent à influencer l'agenda de la région. Je voudrais qu'on s'intéresse, Dr Delmas Tsafak, au cas précis de la Guinée équatoriale face au couple Cameroun-Gabon. Comment présentez-vous l'attitude et les actes de ce pays dans sa sous-région? Et en quoi révèle-t-il d'une quête d'émancipation et de puissance? Dans le processus d'intégration régionale en Afrique centrale, les relations entre la Guinée équatoriale et le couple Cameroun-Gabon ont oscillé entre rivalité et coopération de 1960 à 2012. Donc, la Guinée équatoriale, depuis la découverte du pétrole, a multiplié les revendications réclamant une meilleure prise en compte dans la prise de décision en Afrique centrale. Cela, bien évidemment, aux grandes dames du Cameroun et du Gabon. Le pays s'est imposé à partir du début des années 2000 comme la puissance financière de la sous-région. Tous ces agissements permettent de montrer que depuis son indépendance, la Guinée équatoriale est en quête d'émancipation, d'abord vis-à-vis de l'Espagne et puis du couple Cameroun-Gabon dans la sous-région. Elle est aussi en quête de puissance dans la sous-région. Mais cette quête de puissance a été freinée depuis quelques années par la chute de la production pétrolière équato-guinéenne, avec le pays qui n'a plus la même performance économique comme avant, et dont les velléités de puissance et de tutoiement des pays comme le Cameroun et le Gabon ont un peu baissé et continuent même à baisser jusqu'aujourd'hui. Et certains événements qui se produisaient parce que le pays se croyait un peu au-dessus des autres, parce que, étant le financier de la sous-région, de l'intégration sous-régionale, certaines de ces choses ont été un peu atténuées. Alors, un autre cas précis, c'est lui du Cameroun. Comment analysez-vous sa projection de puissance dans le champ des relations internationales? Comment inscrivez-vous comment inscrivez et qualifiez-vous
sa politique extérieure? Vous parlez du cas précis de notre pays. Pour notre pays, on ne peut pas parler de projection de puissance sur la scène internationale, mais dans le cadre sous-régional en Afrique centrale, le Cameroun est une puissance puisqu'il se présente comme, entre guillemets, la locomotive de la sous-région. Il est bien vrai que certains décrivent le Cameroun en Afrique centrale comme un leader qui refuse de s'assumer, mais toute analyse de la question dépend du sens que l'on voudrait donner à la projection de la puissance du pays dans la sous-région. Merci bien, Dr Delmas Tsafak. Je rappelle que vous êtes chercheur en relations internationales et analyste principal en gouvernance et démocratie au Nkafu Policy Institute, le think tank de la Fondation Denis Lenora Foretti à Yaoundé. Vous êtes auteur de Le petit État en relations internationales entre vulnérabilité et aspiration à la puissance, ouvrage publié en 2021 aux éditions Generis Publishing. Votre dernier ouvrage est intitulé Le Cameroun et les grandes puissances, trajectoire et dynamique de coopération, ouvrage publié cette année aux éditions L'Harmattan. Les deux ouvrages sont préfacés par Bertrand Badi. Nous espérons vous recevoir pour parler de la thématique développée dans votre dernier ouvrage et de bien d'autres thématiques. Merci beaucoup, merci infiniment de m'avoir invité. Jeu et enjeu touche à sa fin. Merci au professeur Sambo Armel pour son précieux appui. Je suis Abdia Sarouna. À samedi, 10h, pour une nouvelle édition. Au revoir.